Coucou et bienvenue sur ce podcast Le corps m'a dit des mots simples. Ici, j'ai envie de vous partager tout ce qui m'a fait du bien dans mon parcours santé-maladie, que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique, organique et même énergétique, et qui peut-être vous inspirera à poser des actions qui vous feront du bien dans le vôtre. Allez, c'est parti. Revenir vers moi est l'étape incontournable pour tout. Comme je le dirai sûrement souvent tout au long de ce podcast, mettre mon nez dans mon caca, c'est ce qui m'a le plus aidé à me sentir mieux sur le long terme. À ce propos, aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième croyance basique qui m'aide au quotidien. Vivre ma vie, c'est vivre des émotions. Et je peux tourner ça dans tous les sens que je veux. Qu'importe la situation, tout me ramène inlassablement à vivre une émotion. Je peux remonter aussi loin que je le veuille, que le souvenir soit agréable ou désagréable. Je vis une émotion. Que ce soit un souvenir de chaos ou de calme. Je vis une émotion. Que je fasse un choix ou que je n'en fasse pas. Que je mange un truc qui me plaise ou pas. Que je me lie d'amour ou d'amitié ou pas ou plus. Que je casse un verre. Je vis une émotion. Quoi que je fasse, quoi que je dise, que je construise ou que je détruise, que je tourne le dos, que je tende la main, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ça me fait quelque chose à l'intérieur de moi. Que je le conscientise ou pas d'ailleurs, et ce quelque chose, c'est une émotion que je vis. Ça, c'est ma croyance personnelle. Et si je veux vraiment être honnête, je ne vis même pas une seule émotion à la fois, mais plutôt une alliance d'un ensemble d'entre elles pour chaque moment. Parce que même si le ressenti de mon corps est plutôt binaire face à ma santé, du genre j'aime, j'aime pas, ou ça me fait du bien ou ça me fait du tort, les émotions, elles, que je ressens face aux situations, sont bien plus complexes. Ceci dit, cette idée m'a aidé à relativiser certains moments de ma vie et puis aussi à rendre les difficultés plus constructives et pas nécessairement me laisser capturer par mes sables mouvants si je devais donner une image. Alors, comment ça m'a aidé à relativiser ? Eh bien, en comprenant pourquoi cette émotion était déclenchée, ce qu'elle touchait vraiment en moi et ce qu'elle impliquait dans mes prises de décision, passées, présentes et futures, enfin plutôt en devenir. Parce que les émotions, c'est quelque chose de complexe et puissant. Ça n'était pas seulement une tristesse qui débordait. C'était parfois des armures complètes qui se créaient et se plaquaient contre chacun de mes organes et à chaque larme qui coulait. C'était comme me figer de l'intérieur pour me mettre en sécurité. Et on reconnaîtra ici le fameux système nerveux dérégulé fixé en mode parasympathique dorsal. Je ferai un épisode plus tard sur le système nerveux. Mais ici, j'ai envie de noter que ça ne veut pas dire que si on ressent de la tristesse, qu'on est forcément en mode système nerveux dérégulé. Non. Mais ça veut dire qu'une tristesse, parfois, n'est pas seulement passagère du jour, mais plutôt une remontée d'une peuplade qui a élu domicile depuis quelques années et qui a fait profil bas jusqu'au moment où elle a décidé de survenir en dehors du corps en mode tsunami. Alors, pour savoir comment je me débrouille avec mes émotions aujourd'hui, eh bien, j'ai quelques outils. Et le premier, c'est que j'use et j'abuse de la théorie des miroirs. Exemple. Ce qui m'énerve chez l'autre, c'est potentiellement quelque chose que je n'assume pas chez moi. Et je dis potentiellement parce que ce qui m'énerve chez l'autre peut aussi parfois être le miroir de ce que j'ai été et que je ne veux absolument plus dans ma vie. Ou ce qui m'énerve chez l'autre, c'est ce que je n'assume pas que je me fais à moi-même. Et ça, c'est bien de l'avoir à l'esprit. Au début, ça m'a piqué l'ego. Et ensuite, j'ai arrêté d'essayer de me convaincre et j'ai juste accepté l'idée telle qu'elle était. Je suis imparfaite, j'ai des peurs, j'ai construit des protections, des croyances, des murs, des ponts-levis, des meurtrières. Et la vie s'est chargée de me mener à des situations où je réagissais de cette même réaction qui m'avait mis les nerfs à la base. Et là, c'est là que tout se joue. Soit je décide de nier l'évidence, et on continue la même, c'est ok. Soit je décide de modifier ma réaction en une réaction qui est
plus en résonance avec les valeurs que j'ai vraiment envie d'avoir, comme l'ouverture d'esprit, la bienveillance, l'humanisme. Bref, choisissez pour vous-même vos propres valeurs, celles qui résonnent avec vous. Mais par exemple, je devenais dingue avec l'injustice sous n'importe quelle forme. Mais dingue, je pétais des durites sévères et je vivais évidemment des injustices tout le temps, avec des inconnus et des connus, dans la sphère privée et professionnelle. Bref, je partais hyper vite dans les tours et c'est ma santé qui a trinqué. Jusqu'au jour où j'ai fait le choix d'observer l'injustice que je vivais qu'en mettant un boomerang qui venait de moi à la base. Et ça fait mal. Ça fait mal, c'est le fameux ego, le fameux mental, qu'importe comment, on le voit. Mais en tout cas, c'est lui qui refuse de se dire que je suis une mauvaise personne, que j'ai une potentialité, potentiellement je suis une mauvaise personne. Peut-être que je suis une mauvaise personne. Oui, non, en fait, je ne suis qu'une bonne personne. Mais en poussant plus loin, j'ai réalisé que la plus grande injustice que je vivais, c'était que moi, j'étais mon plus gros bourreau dans ma vie. Je ne me respectais absolument pas. Je faisais continuellement passer tout le monde avant moi. D'ailleurs, j'utilisais cette phrase mythique « Tant que les gens sont heureux, alors je serai heureuse ». C'était ça ma quête interminable pour toutes les personnes que je rencontrais. Rendre les personnes heureuses, les aider un maximum, pour que les personnes n'aient pas de problème, pour que je sois gentille et aimable, en espérant atteindre un jour le bonheur. J'ai attendu longtemps et le bonheur n'est pas venu. Et certaines personnes s'en sont amusées. Cependant, j'ai cette croyance, ou plutôt je décide de voir mon histoire sous un autre angle de vue, que j'ai été ma plus grande manipulatrice perverse narcissique pour moi-même. Et évidemment, j'ai vécu des liens manipulateurs pervers narcissiques dans ma vie. Et vous savez quoi ? Le jour où j'ai compris ça, et que je me suis faite passer en priorité dans ma vie, ces liens ont disparu. Ils se sont littéralement dissous et envolés. Et plus jamais je n'ai eu affaire à ce genre de personnage dans ma vie. Ça a été dingue. Ça a été quasi d'une semaine à l'autre. J'exagère un peu, mais on en est plus ou moins là. Ce qui, entre parenthèses, me fait croire que, et j'y vais avec des grosses pincettes parce que je sais que c'est un sujet hyper touchy, mais pour moi, mon angle de vue personnel et intime, il n'existe pas de personne manipulatrice perverse narcissique, mais il existe des liens manipulateurs pervers narcissiques. Pour moi, pour vivre une manipulation perverse narcissique, il faut être deux. Il y a une personne qui alimente le moulin et l'autre qui alimente le moulin. Et il n'y a que comme ça que le moulin peut être alimenté. Il n'y a pas qu'une personne qui est le monstre. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un monstre ? Je veux dire, le monstre est là parce qu'on le fait exister. Et justement, je dis ça parce que j'avais constaté que certaines personnes avant moi ou après moi ne se comportaient plus comme telles, ou cherchaient uniquement des personnes comme j'avais été pour pouvoir continuer d'être dans ce type de lien parce que ils et elles ne connaissaient que ça comme réalité. Comme moi, je ne connaissais que la réalité de devoir absolument faire passer les autres avant moi, de mettre mon nez dans toutes leurs histoires pour pouvoir atteindre un jour le bonheur ou la joie. Le but de les aider absolument contre vents et marées, qu'ils le veuillent ou pas, parce que je sentais ce dont ils avaient besoin. Bon, ça aussi, ça fait partie de l'hyper-empathie, mais je ne respectais pas leur envie d'être aidés ou pas. Et je mettais de l'eau au moulin du lien manipulateur, pervers, narcissique. De mon angle de vue, chaque personne dans un lien manipulateur, pervers, narcissique pose un comportement qu'elle est conditionnée à poser depuis longtemps, avec l'idée de faire le bien ou même l'idée consciente de faire le mal. Comme par exemple, blesser l'autre avant que l'autre ne nous blesse. Alors, on prend bien du recul et de la hauteur, ça n'excuse en rien ces comportements destructeurs, mais ça les explique. Et quand on a l'explication, on a une solution pour modifier nos comportements qui sont conditionnés. Encore une fois,
sans mettre son nez dans son caca, pour moi, c'est compliqué de devenir conscient et consciente de ce qui se passe. Et pourquoi toujours à soi? Cette croyance que tout converge à nous rendre une vie difficile, compliquée et sans valeur. À partir du moment où je me respecte, ces liens-là n'ont plus d'attache possible. C'est quelque chose qui a été incroyable dans ma prise de conscience. Parce que ces liens ne sont uniquement capables de s'attacher envers des personnes qui ne se respectent pas elles-mêmes. Il n'y a de la place à s'attacher que envers des personnes qui ne se respectent pas elles-mêmes. C'est important à le réaliser, je trouve. Et ça n'a rien de méchant ou de culpabilisant. C'est une incroyable porte de sortie ou porte d'entrée, qu'importe comment est-ce qu'on le prend, qui s'ouvre dans la tête. Et c'est dur parce que j'avais eu cette croyance de devoir toujours dire oui, jamais dire non à un adulte pour être qualifié de gentil et aimable. Et encore une fois, pour atteindre ce fameux bonheur. Évidemment, quand je suis devenue moi-même adulte, j'ai mis du temps à comprendre que c'était uniquement à moi-même que je pouvais dire 1000% de fois que des oui. Ça prend du temps. Ça prend du temps et parfois moins. Et parfois, c'est comme un déclic. Et parfois, tout bouge d'un coup. Et on se met même à accepter de l'aide. Et même à en demander. Donc, le respect de mes émotions qui indique une route vers mes besoins et mes envies, à mon sens, est vital pour vivre une santé saine. Parce que pour moi, la santé mentale, ça lie avec la santé physique, organique, émotionnelle, énergétique, bref, l'ensemble. Tout est lié, tout est imbriqué. C'est une nuance à observer aussi, c'est que ça ne veut pas dire que l'important n'est que uniquement ce que je désire ou ce dont j'ai besoin. Mais l'important est que je l'exprime. Et j'observe la limite que je veux poser pour vivre en paix dans mon monde. Quelle est la limite que j'ai besoin de poser pour être en paix et me sentir en sécurité dans mon monde? Parfois, ce sera difficile. Parfois, ce sera simple. Mais depuis que j'exprime et que je pose mon cadre, même en faisant des compromis, eh bien, je suis plus en paix. Parce que j'ai fait le choix en conscience. Donc, j'ai moins de frustration, voire même pas de frustration. J'ai peut-être une envie de changement parce que je vois que là, même si j'ai fait un compromis, ça ne va pas aller. Mais c'est pas grave parce que du coup, ça m'oriente solution et ça ne m'oriente pas juste à poser mon regard au problème. Avec ce premier indice de la théorie des miroirs, je pourrais en parler des heures. Mais là, j'ai évoqué qu'une partie. Mais ça touche tout dans mon monde. Tout ce que je perçois avec mes sens a la capacité, si je décide de l'analyser, de me ramener à une vérité émotionnelle sur moi-même en miroir. Mais on n'est absolument pas obligé de faire ça tout le temps. Un outil reste un outil. Personne ne se balade avec sa tondeuse à gazon tous les jours, même s'il y a encore quelques herbes qui dépassent encore ci et là dans leur jardin. Alors, on arrive tout doucement à mon deuxième indice. C'est que les organes ont chacun une émotion. Et ça aussi, ça a été une révélation pour moi. Exemple. Le foie se détériore sous l'émotion de la colère et crée en reflet de la colère que je vis et que j'exporte dans mon environnement qui, on ne va pas se mentir, on en revient avec la théorie des miroirs, me le rend direct en boomerang. Et aujourd'hui, je finis enfin par en rire parce que je sais qu'à la base, ça partait de moi. Ça ne veut pas dire que je ne serai plus jamais en colère. Ça veut dire qu'à chaque coup de colère qui vient, je sais d'où ça vient. Je sais que ça vient de moi. Et si ça ne vient pas de moi, je n'y porte pas attention en fait. J'ai remarqué qu'il n'y a que quand je suis en colère que je remarque la colère des gens qui m'entourent. Et que je crée une dispute parfois même pour pouvoir balancer mon trop-plein d'énergie de colère. Ça ne veut pas dire non plus qu'aujourd'hui je ne suis plus jamais en colère. Ça veut juste dire que ça passe 10 fois plus vite parce que je décide de mettre mon nez dans mon caca et que je suis consciente. En vrai, je me pose cette question, qu'est-ce que ça vient toucher vraiment chez moi? Et soit je dissous cet éclat, soit je dissous cet éclat. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais même si je me laisse le choix, à chaque fois je décide de prendre soin de ce qui a été révélé dans mon corps pour pouvoir passer à autre chose et que mon corps pose l'attention ailleurs que sur des colères. Stop quoi.
Sinon, c'est fatigant. Et en vrai, ça l'a été fatigant très longtemps. Après, c'est devenu une habitude parce que je le fais depuis plus de 10 ans, donc c'est plus comme un réflexe aujourd'hui que vraiment comme une corvée. Et surtout, je réalise que ça me fait un bien fou. L'organe, c'est vraiment un truc qui peut vite partir en cercle vicieux parce que l'émotion touche l'organe, le détériore, ce qui provoque l'émotion spécifique, qui explose en nous et on la sort dans notre environnement, qui nous le renvoie dans les dents ou par chance. Si on tombe sur une personne qui est déjà consciente, elle nous met cette vérité sous le nez. « Hey, âgé, petit souci de foi, petit souci de colère parce que tu te sens injuste envers toi-même ou tu sens de l'injustice en toi ?» Et je prends cet exemple basique parce que l'injustice est ce qui m'a le plus frappé dans ma vie, bien que personnellement, c'est plutôt un exercice que je pose aux autres plutôt que l'inverse. Bon, maintenant, on va passer de nouveau tout doucement vers mon troisième indice d'émotion, c'est le mental. Et là aussi, oh là 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 là, ça pique. Ça pique et c'est pas évident d'en sortir. C'est vraiment comme un trou noir qui nous colle à la peau parce qu'on réalise que ça part de nous encore une fois. J'ai créé une émotion à partir du film que je me suis fait à partir de mon imagination. Et comme le cerveau ne distingue pas le rêve de la réalité, une tristesse réelle ou une tristesse créée suscite dans les deux cas une émotion de tristesse dans mon corps en impactant ce qu'il a l'habitude d'impacter avec cette émotion. Une peur réelle ou une peur imaginée de ces si et de ces peut-être crée dans les deux cas une émotion de peur intense dans mon corps avec tous les symptômes de stress destructeur qu'a l'habitude d'impacter le stress de cette émotion. Comme mon corps pose son attention ensuite sur base de ce qu'il vit à l'instant, eh bien ma réalité va ressembler à tout ce qui va me faire peur ou va me rendre triste, suivant l'émotion qu'on prend comme exemple. Du coup, virer la télédistribution a été une décision mais radicale dès que j'ai pris conscience de ça. Et les réseaux sociaux, c'est plus compliqué. Parce que je les utilise pour m'exprimer dans le cadre de mon job, pour communiquer avec vous, et je me laisse encore parfois avoir à commenter ci et là, alors qu'en vrai je sais que je ne devrais pas, parce que soit ça ne me regarde pas, soit ça ne me concerne pas, mais ça vient toucher quelque chose en moi. Et avec le temps, quand même, j'ai appris à revenir de plus en plus vite en conscience et stopper le petit hamster qui part potentiellement en cacahuète. Après, c'est normal. Si je pars du principe de ma croyance de la théorie des miroirs, imaginons que j'ai des problèmes de santé avec mon foie, la colère en moi, cherche une situation à l'extérieur pour pouvoir sortir l'énergie de la colère, et donc les réseaux là c'est du pain béni, hein. Sauf que la colère amène de la colère et me revient en boomerang qui vient détériorer mon foie, qui bim, cercle vicieux. Ceci dit, on peut s'en défaire avec des techniques plus saines qui vont aider à la régulation du système nerveux. Parce que le système nerveux va soutenir le corps aussi dans les émotions. Ici aussi, c'est un sujet assez dense. J'y reviendrai peut-être. Moi, en vrai, je pense que j'y reviendrai sûrement dans des prochains épisodes. Mais au moins, l'idée de l'angle de vue est posée. Vous pouvez vous laisser infuser de tout ça en observant ce qui se passe dans votre vie pour voir si ça résonne ou pas. Si ça résonne, utilisez tout ça en conscience, et si ça résonne pas, laissez-le de côté. Mon quatrième indice, c'est que chaque cellule de notre corps, lorsqu'elle ne dispose pas ce dont elle a besoin pour fonctionner, commence à stresser et crée des émotions. J'y reviendrai dans le prochain épisode sur l'hydratation, mais je fais un petit début déjà parce que tout est lié, tout est imbriqué, et les émotions aussi. C'est que quand on imagine qu'on a approximativement 30 000 milliards de cellules dans notre corps, ça peut vite donner un sentiment de stress, un sentiment d'insécurité qui va potentiellement provoquer une émotion de peur, par exemple, ou de tristesse, ou de frustration, de ne pas avoir ce que je veux, de ce dont j'ai besoin. Et ça enclenche de manière exacerbée le bouton qui nous met en mode hypervigilance pour survivre. Ce qui donne parfois un exemple, j'ai faim, je mange. Ça ne va pas, je suis frustrée. J'ai faim, je mange. Je recommence. Et je commence à stresser.
parce que ça ne m'apporte toujours pas ce dont j'ai besoin alors que j'ai faim. Alors je commence à avoir peur. Et je comprends pas trop pourquoi j'ai peur. Et il ne s'est rien passé dans ma journée pour que j'ai peur. Alors qu'en fait, la cellule a faim de ce qui la compose le plus, l'eau. Donc en fait, on a soif. On n'a pas faim, on a soif. Ça arrive. Et ça m'est arrivé pendant quasi 30 ans, quoi. Et ces émotions, à force de frustration, le corps finit par plier, il capitule. Et c'est là que les émotions peuvent commencer à déborder si ça arrive trop souvent et qu'on laisse trop longtemps le corps sans ses besoins vitaux. Là, je parle plus de manque de respect de soi en mode chronique. On ne s'apporte pas les besoins vitaux. Et par vital, ok, il y a l'hydratation, mais il y a l'alimentation. Il y a simplement le fait d'aller aux toilettes quand on a besoin d'aller aux toilettes. C'est un besoin vital. Et si on n'y va pas, le corps commence à stresser à l'intérieur, les cellules commencent à stresser. Et de manière chronique, ça peut créer des émotions qui, à la base, ne sont même pas censées être là, si on avait respecté notre corps. Donc, tout ça peut créer de plus en plus une déconnexion de soi, parce que le corps est tellement stressé qu'il n'a plus envie de stresser, donc il coupe certaines vannes, des vannes de connexion à lui-même pour être plus à l'aise, et donc une croyance que le corps n'a qu'à se gérer pendant qu'on profite de la vie, parce qu'on n'a qu'une vie, ça parlera peut-être à certains et certaines d'entre vous, cette bonne mauvaise idée de croire qu'on n'a qu'une vie, alors qu'on a une vie chaque jour. Par contre, on n'a qu'une mort. Et la manière dont on va mourir, moi j'avoue, j'ai envie qu'elle soit la plus douce possible. Et ça, on peut apporter de l'eau à notre moulin en respectant notre corps un peu chaque jour. Et pour que tout soit doux, beaucoup plus doux dans notre vie. Mais on y reviendra plus tard. Donc, ma vie, que j'observe à l'extérieur de moi ou à l'intérieur. Que je crée un imaginaire ou que je sois pleinement dans l'instant présent. Que je sois seule ou accompagnée. Que je m'alimente bien ou moins bien, je vis des émotions. Il n'y a pas un seul instant de ma vie où je ne vis pas une émotion. Même l'ennui, la béatitude, même la plus discrète des émotions est une émotion. Alors quand on me dit que je suis trop, ça me fait doucement rigoler. Parce qu'en soi, c'est pas que je suis trop, c'est que j'en suis consciente. Et que j'accepte sans me cacher aujourd'hui ce qui survient en moi. Parce que c'est normal, je suis humaine. Avant, j'étais en déni, je cachais tout et tout explosait parce que je refourguais toutes les émotions sous mon tapis pour avoir l'air hyper forte. Genre, ça ne me touche pas, je suis invincible, moi je peux aider tout le monde et j'ai besoin de personne. Et je l'ai fait. J'ai géré la majorité de ma vie toute seule, jusqu'à ce que mon tapis déborde de toutes parts, ce qui m'a valu une santé en vrac et une étiquette d'hypersensible. Soit. Je suis consciente que la vie, c'est vivre des émotions et que j'y porte une attention. Je ne suis ni hypersensible, ni trop. Je suis humaine. Je suis hypersensible quand ma santé est en vrac et que mon corps devient hypersensible à tout parce qu'il n'est pas équilibré. Je suis humaine. Et ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font le choix, conscient ou pas, d'être déconnectés de leur corps, que je dois me considérer comme étant une hors-norme. Ce n'est pas parce que le gris est en majorité que le rose éclate de sa couleur. Elle se dénote juste de la masse de gris qui l'entoure, mais elle n'est pas plus éclatante. Son éclat provient de son intérieur, pas de son entourage. Elle peut se laisser ternir par son entourage, en croyant aux mots, aux actes, comme étant représentatifs de sa valeur, mais c'est sa croyance. Elle peut aussi se laisser traverser, parce qu'elle sait que le rose qu'elle est. Point. Et que tout démarre de ce qu'elle croit d'elle-même. L'image qu'elle a d'elle-même, c'est un choix que la personne pose. De croire ce qui se dit ou pas, ce qui a été fait ou pas comme étant représentatif de sa valeur. Alors, quel est ce dont elle est convaincue? Et si c'est rose, pas éclatant, pas terne, juste rose. Voilà. Aujourd'hui, je pose tout ça juste là. Une conclusion parlante qui me suit depuis une dizaine d'années maintenant, résumée en une vingtaine de minutes.
Ça fait beaucoup. C'est donc un basique supplémentaire qui vient me soutenir quand les émotions sont désagréables ou agréables, fortes ou débordantes, électrisantes ou simplement trop nombreuses d'un coup. Et j'accueille. J'accueille parce que la vie, c'est vivre des émotions. Et la vie, pour moi, c'est accueillir tous les jours mes émotions. Je parlerai dans l'épisode 5 de quels outils je me sers pour accueillir justement ces émotions. D'ici là, je vous invite à laisser infuser l'épisode du jour, à observer ce qui se trame dans votre vie, qui reflète votre monde intérieur. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et on se dit au prochain épisode. Ciao!